Laurent Richard, donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes le fondateur de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui a pour mission de poursuivre les enquêtes d'autres reporters. On va y venir. Mais avec 10 médias partenaires, sauf erreur de ma part, c'est bien 10. C'est bien ça. Vous nous permettez une plongée dans les rouages de l'une des opérations peut-être d'influence les plus importantes des dernières décennies. Comment la Russie s'impose-t-elle ? Impose-t-elle sa propagande en Afrique ? Vous vous arrêtez sur la Centrafrique. L'un des principaux outils pour les Russes de cette propagande, instrument, l'une des principales armes, c'est les journalistes. C'est les journalistes parce que ils prennent leur vie entre leurs mains, ils les menacent de mort et ces journalistes ensuite travaillent pour eux. Je résume. L'un d'entre eux a pris tous les risques ces derniers jours, ces dernières semaines, pour vous parler, pour permettre cette enquête. Écoutez sa voix. Plusieurs Centrafricains le savent, mais ne savent pas comment dénoncer par peur d'être séquestrés. Ces journalistes, ils sont coincés. Ils sont menacés de mort. C'est vraiment ce que vous expliquez. Parlez-nous de Efrem Yalike, puisque c'est celui qui permet aujourd'hui ces révélations. Oui, c'est d'abord l'histoire d'une personne, un journaliste extrêmement courageux, qui est le premier dans l'histoire, sans doute, qui révèle aujourd'hui la machine à désinformer russe sur le sol africain, et plus précisément en Centrafrique. Depuis 2 ans, notre consortium Forbidden Stories, dirigé par Léa Perruchon, une journaliste de chez nous, travaille sur ce sujet pour que ce sujet voie le jour. Une enquête extrêmement complexe parce qu'il y avait une question de danger et de menaces extrêmement importantes. Et comme Efrem l'explique, Efrem est donc un journaliste centrafricain, et comme tous les autres journalistes de son pays, ils doivent aujourd'hui collaborer avec les Russes, c'est-à-dire participer à la désinformation, ou se taire. Et s'ils ne se taisent pas, à ce moment-là, ils prennent d'énormes risques. Aujourd'hui, Efrem peut parler parce qu'il est en sécurité ailleurs, à l'extérieur de la Centrafrique, ce qui n'a pas été facile pour lui. Mais les informations qu'il nous a transmises, et sur lesquelles le consortium a travaillé, vérifié, et puis on est allé voir d'autres sources, sont extrêmement importantes pour comprendre l'échelle de cette désinformation, les acteurs, l'après-Prigojine et l'impact que cela peut avoir. Vous avez posé toutes les bases. On va ouvrir tous les tiroirs maintenant ensemble. Il faut préciser qu'il dispose de nombreuses preuves. Il n'arrive pas avec quelques déclarations et 2 SMS, si je devais résumer. C'est du lourd. Oui, c'est du lourd. C'est une investigation journalistique qui a pris 2 ans. La première fois que Léa Perruchon le rencontre, il vient avec un disque dur et il lui montre des dizaines, des centaines de messages qui permettent en fait de comprendre l'organigramme russe. Qui fait quoi et qui demande quoi à quel journaliste. Et précisément dans son cas, des Russes lui ont demandé d'écrire des articles en faveur des intérêts russes. Et de les écrire contre rémunération. C'est assez bien rémunéré quand on compare au niveau de salaire local. Le salaire moyen en Centrafrique, c'est à peu près 114 € par mois. Pour chaque article publié qui vantait les intérêts russes, il recevait 30 000 francs CFA, soit 45 €. Donc en peu de temps, il a réussi à doubler, voire à tripler son salaire. Donc les Russes faisaient appel à lui, comme ils font appel à d'autres, pour distribuer, pour d'abord faire le matin une revue de presse, qu'est-ce qu'on dit sur nous, les articles positifs, les articles négatifs, et ensuite publier une sorte de contre-attaque informationnelle en publiant une forme de démenti, déguisée sous forme d'article, qu'Efrem envoyait à son tour à d'autres journalistes et recevait donc de l'argent en échange de ça. Il faut comprendre qu'on parle d'une échelle quasiment industrielle de la désinformation. Quelque chose qui m'a marqué dans votre papier, c'est que les Russes, c'est pas quelques agents dissimulés comme ça. Ils sont installés. Ils ont un QG, ils ont une prison de haute sécurité pour y mettre les opposants. C'est ça, cette réalité. C'est une opération globale. Ça a d'abord commencé par donc une arrivée en 2018 en Centrafrique des Russes, une coopération militaire avec des instructeurs de Wagner venus renforcer les rangs militaires du pouvoir centrafricain. Les Russes étant intéressés à la fois pour le pouvoir qu'ils pouvaient prendre sur place, pour la géopolitique qu'ils pouvaient diriger sur place, et aussi pour les intérêts énergétiques, miniers et différentes ressources qu'ils pouvaient avoir sur place.
Mais ensuite, ils ont installé effectivement tout un écosystème russe qu'Efrem a bien connu. C'est-à-dire qu'il recevait ses ordres d'abord depuis une pâtisserie locale en voyant un certain Misha, sur lequel on a enquêté et dont on a réussi à découvrir la réelle identité. On en parlera peut-être plus tard. Tout à fait. Ensuite, il a compris ce que tout le monde avait clairement identifié, où étaient les Russes, dans ce camp de roues à côté, pas très loin de la présidence, là où se situe une sorte de QG à la fois d'unité, de compréhension sociologique du pays et aussi de désinformation, mais aussi une prison qui appartient aux Russes et dans laquelle ils mettent leurs opposants. Oui, Claire. Est-ce que le pouvoir centrafricain est complice de ces entreprises-là ? Oui, il est structurellement, le pouvoir centrafricain a fait venir et a accepté la présence des Russes. On a même eu un ministre du gouvernement centrafricain qui a posé avec un t-shirt, il avait marqué « Je suis Wagner ». Donc on en est là. Il y a eu des opérations de désinformation avec des usines à trolls dont les sièges même se trouvaient physiquement près de la présidence centrafricaine. Vous écrivez que selon 2 journalistes centrafricains, une usine à trolls serait liée à la présidence. Voilà, vous l'écrivez. Oui, c'est ce qu'on voit aussi se répliquer dans d'autres pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger aujourd'hui. Ce qui est assez alors, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'économie réelle de cette désinformation. Combien d'argent les Russes, par exemple, investissent là-dedans. Alors, je voulais vous poser la question, parce qu'effectivement, ça semble petit, les sommes qu'on évoque, 35 €, 45 €, mais pour les Centrafricains, c'est énorme. Mais multiplié par cette échelle industrielle, ça représente, les Russes investissent des sommes faramineuses dans cette entreprise. Sincèrement, précisément, on ne sait pas combien ils investissent. Alors, ce qu'on sait, Efrem nous a transmis des tableurs Excel dans lesquels on voit des sommes dépensées en Centrafrique, par exemple, je crois au cours du mois d'avril 2021, 28 000 € dépensés pour pratiquer de la désinformation. On a du mal à avoir une échelle globale du budget. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans ces pays où le revenu est faible, désinformer coûte finalement beaucoup moins cher qu'informer. Et informer est bien plus dangereux que désinformer. Et c'est rapporté aux gains que la Russie fait derrière en ayant accès aux minerais. Les gains sont énormes parce que, en fait, cette désinformation, elle sert à quoi ? Donc, déjà, elle prend plusieurs formes. C'est l'écriture d'articles, l'écriture de communiqués de presse, la maîtrise d'une radio. On est dans un pays où 10% seulement de la population a accès à Internet, 60% de la population est analphabète. Donc, la radio est un vecteur essentiel d'information ou de désinformation. Les Russes ont développé leur propre radio aussi sur place dès leur arrivée au pouvoir et finalement ils ont eu une vraie stratégie assez efficace et grâce à ça ils ont pu avoir aussi l'opinion publique avec eux et c'est comme ça qu'on a vu aussi des manifestations contre les intérêts français ou occidentaux ou des Nations Unies se propager rapidement sur le territoire. On va en reparler ça aussi, mais une question de Xavier. Ce qui est très intéressant, c'est que vous racontez vraiment toute l'histoire. Et on voit bien que Efrem Yalik Ngonzo, c'est la proie idéale pour un système qui, en Russie, en Union soviétique, existe depuis toujours, qui est à bas bruit, parce qu'en fait, il est proche du président, enfin il est proche, il soutient l'action que mène à ce moment-là en Centrafrique le président Touadéra, et puis il se dit que finalement, les Russes, c'est peut-être pas une mauvaise chose au début. Il adhère, alors il y a l'argent évidemment qui lui permet de reprendre ses études, de vivre mieux, mais il y a une petite graine. Je vais vous soumettre quelques mots, pardon, cette citation. En tant que Centrafricain, quand j'ai vu les chars, les armes, je me suis dit que c'était une bonne chose, que d'ici peu, il y aurait la paix dans le pays. Parce qu'au début, effectivement, lui, il y croit. Oui, ça c'est important de bien le préciser, c'est-à-dire que c'est à la fois une proie et si je peux me permettre, c'est aussi un héros. Aujourd'hui, oui, bien sûr, évidemment. Et c'est au début, quand ils voient les Russes arriver, on est en Centrafrique, on est en 2018, le pays sort d'une crise sanglante et ils voient les Russes arriver et quand ils les voient en faiseurs de paix. Et les armes des Russes qu'ils voient aussi débarquer se disent bon, ces armes-là vont pouvoir imposer une paix dont on a bien besoin. Et par esprit patriotique, il se met à travailler, à dire oui à ce Misha qui rencontre dans cette pâtisserie, qui lui demande s'il peut écrire un article. Et il se dit bien sûr, je le fais. Au début, c'est une information biaisée, elle n'est pas truquée tout à fait. Non, pas truquée tout à fait. C'est l'art de la désinformation efficace, c'est qu'il faut que ça sonne assez vrai pour que ce soit distribuable et pour que ça puisse se répandre. Et puis, donc au début, Efrem a ce regard-là effectivement sur voyant les Russes arriver. Et puis il y a un événement qui va changer son regard, qui va transformer sa perception. Un jour, ce Misha l'amène sur un lieu je crois, à 3-4 heures de Bangui, où Misha lui dit, écoute, il y a des civils qui ont été victimes d'exactions, et nous, les Russes, on les a protégés.
Il va voir ces civils, ce sont des éleveurs de bétail de Peul, et qui sont blessés, hachés, et il sent quelque chose de bizarre. Il sent une forme que ses victimes n'osent pas tout dire. Et puis, quelques semaines plus tard, il va confronter Misha pour lui dire « Mais j'ai l'impression qu'il y avait une mise en scène et j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas été victimes de rebelles, mais qu'ils ont été victimes des Russes. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Misha lui dit à ce moment-là « Oui, effectivement, c'est nous, c'est les Russes, par erreur. On les a violentés et on a voulu couvrir ça par toi. » Ce qui va se passer, c'est que donc Misha lui confie ça. Un mois plus tard, un journal concurrent révèle l'information, révèle que en fait c'était les Russes qui avaient attaqué ces populations civiles. Et à ce moment-là, ça tourne très mal pour Ephraim, parce qu'il est suspecté d'être la fuite et d'être celui qui a fait fuir. Il est en danger de mort là. Là, il est en danger de mort. Il amène à 35 km de Bangui, dans une forêt. Il installe à l'arrière d'un véhicule. Misha, qui a une arme à la ceinture, pose l'arme entre les deux et il dit « Écoute, tu vas avouer et on va te tuer dès aujourd'hui et tu sais qu'on peut le faire. » Là, il comprend réellement pour qui il travaille, il comprend qu'il est en danger, il comprend qu'il doit quitter cette organisation-là et c'est à ce moment-là qu'il commence à contacter et à discuter avec Forbidden Stories pour pouvoir donner ces informations pour que ça serve à tout le monde. Il faut qu'on s'arrête quand même sur ce fameux Misha, parce que son parcours en dit long en fait sur le système. Vous pouvez nous le présenter un peu? Son vrai nom c'est Mikhail Mikhailovitch Prudnikov, et derrière c'est la galaxie Wagner. C'est plus que la Centrafrique, c'est le Soudan. Enfin, il nous montre toute l'étendue de cette ingérence. Ouais, alors c'était une personne qui voulait rester discrète et qui n'était pas censée être outée comme on le fait aujourd'hui, comme tout acteur d'influence ou d'ingérence russe évidemment. Donc c'était un homme discret qui se présentait sous le pseudo de Misha, et nous on a travaillé et utilisé avec les outils de nos 10 partenaires du consortium. On a confronté ces images-là avec des stocks d'images existants et on a identifié, on a trouvé son réel nom, Mikhail Prudnikov. Mikhail Prudnikov a travaillé auparavant au Soudan. Il travaille pour Africa Politology, qui est une organisation sanctionnée aujourd'hui par le Trésor américain, très proche et financée par la galaxie Prigojine, les anciens de Wagner. Ce que ça montre aussi, ce que cette enquête montre aussi, c'est que Prigojine est mort. En tout cas, on a annoncé sa mort. Mais la désinformation de Wagner ou des Russes continue. Alors après, il s'est passé des choses dans la galaxie Wagner. Le Kremlin a repris un peu la main directement, parfois directement avec certains hommes de Wagner, a récupéré la partie mercenaire, donc ceux qui font vraiment le sale boulot armé via Africa Corps, qui est une autre entité, a disséminé aussi ces réseaux de désinformation dans d'autres pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, via une autre organisation qui s'appelle African Initiative, qui est assez similaire à African Politology. Mais tout ça, c'est la galaxie Prigojine et c'est évidemment le Kremlin qui est derrière ça. Oui, si on dézoome un peu, l'intérêt pour les Russes, c'est quoi? C'est la désinformation coûte peu cher au regard des gains que la Russie engrange en prédation économique. Qu'est-ce que derrière, à quoi a accès la Russie une fois que elle s'est infiltrée comme ça dans les esprits en Centrafrique? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pattern, c'est-à-dire un comportement qui est à peu près le même dans à peu près ces mêmes pays depuis 2018, quel que soit le pays. Ils arrivent et ils ont besoin de désinformer pour se mettre l'opinion publique à dos, pour plusieurs raisons. Un, c'est faire chasser les Français qui ont une présence, c'est une ancienne colonie. 2, avoir un discours anti-Nations Unies, et c'est pour ça qu'ils organisent des contre-manifestations contre la MINUSCA. 3, ils apportent de l'aide militaire, voire financière au pouvoir ou aux juntes sur place. 4, dans un intérêt aussi pour récupérer les ressources minières. Il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de diamants. Je vous rappelle aussi qu'il y a 3 journalistes russes qui enquêtaient sur les mercenaires de Wagner qui sécurisaient des mines sur place en Centrafrique qui ont été tués. Et nous, on avait fait d'ailleurs une série documentaire sur Wagner et sur cette série de meurtres-là, non résolus, mais on sait et on a pu identifier les responsables derrière. Mais donc c'est des opérations en plusieurs temps où ces outils de désinformation servent à étendre évidemment une influence, un pouvoir, chasser ceux qui en avaient une avant, pour des intérêts à la fois et de géopolitique et financiers via les ressources sur place. Et donc chasser ceux qui étaient là avant. Alors on voit très bien dans votre enquête que les
manifestations, elles sont parfaitement orchestrées. D'ailleurs, en fait, ils se cachent à peine. Les agents russes sont quasiment dans les voitures en bordure de manifestations, en train d'observer tout ça. Et c'est nous chasser nous en priorité. En gros, c'est nous les Français, les premiers dans le viseur, pour dire les choses très clairement. C'est les Français, les Américains. Il y a eu beaucoup d'organisations de manifestations contre les intérêts américains, contre la MINUSCA, qui est donc l'agence des Nations Unies présente sur place en Centrafrique. Et nous, les Français, en priorité, parce qu'il y a une historique avec les Français qui est très particulière. Donc oui, c'est une guerre de désinformation qui finalement est extrêmement moderne, assez rentable. Juste pour vous rappeler le point de départ de tout ça, ça a commencé il y a 2 ans et demi pour nous. On a fait un projet qui s'appelait Story Killers et qui avait pour point de départ le meurtre d'une journaliste indienne qui s'appelait Gauri Lankesh. En 2017, elle enquête sur la désinformation en Inde pour savoir qui se cache derrière ces réseaux qui la harcèlent en ligne et qui pratiquent la désinformation à grande échelle. Elle a été assassinée pour ça, elle a pris 2 balles dans la tête pour ça, et on a poursuivi son travail, non seulement en Inde, et un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Ephrem, en Centrafrique. La désinformation, c'est une industrie, d'ailleurs c'est devenu une industrie. Il y a eu une époque où c'était seulement l'officine des États, où on avait des pharmatrolls comme à Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, c'est devenu une industrie avec énormément d'acteurs privés. Il y a un rapport d'Oxford qui raconte que plus de 40 États en tant qu'États ont fait appel à 80 sociétés privées pour délivrer de la désinformation en tant que service, sur des phases de scrutin. Donc c'est une industrie ultra puissante, où il y a beaucoup d'argent à se faire. Mondialisée, étatisée. Qui utilise l'intelligence artificielle pour désinformer en nanosecondes, en fait, tout un peuple, et qui utilise aussi des personnalités comme Ephrem, l'être humain, en payant sur place pour désinformer. Une toute dernière question de Nevin. Ces opérations de déstabilisation russe contre la France, on les constate aussi dans les Outre-mer, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française. Est-ce qu'aujourd'hui la France est devenue l'ennemi numéro 1 des Russes quand il s'agit en matière de désinformation ? Je ne sais pas, je ne pense pas que la France soit l'ennemi numéro 1 des Russes. On voit en tout cas des comportements similaires. L'Azerbaïdjan, par exemple, pour le coup, je pense que la France est l'ennemi numéro 1 de l'Azerbaïdjan en matière de désinformation, et la France a été la cible depuis son positionnement aux côtés de l'Arménie dans le conflit au Karabakh. Avec un travail sur les politiques aussi. Avec un travail sur les politiques, et sur justement, en faisant en sorte, Bakou a invité des Kanaks, des Corses, toute figure indépendantiste pour animer ce sentiment-là et pour jouer contre les intérêts du gouvernement français. Mais oui, ce que l'on voit, et c'est pour ça que je reprenais l'exemple de Gauri Lankesh, c'est que la désinformation a aujourd'hui un visage industriel qui nous dépasse totalement, qui rapporte beaucoup d'argent à ceux qui s'installent dans ce marché-là, et avec des États qui sont prêts à dépenser des millions parce qu'ils ont vu à quel point c'était rentable en termes d'accès au pouvoir et à l'information. Que le début certainement de cette immense machine dans laquelle on plonge grâce à vous, grâce à votre enquête, celle de Forbidden Stories, et tout votre travail est à retrouver bien sûr en ligne, notamment Laurent Richard. Merci d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci à vous.